Une fin de semaine tragique pour une dizaine d'enfants à Moliwe dans le sud-ouest Cameroun. C'était le jour de départ en congé pour le compte du deuxième trimestre et ce matin-là, ils allaient prendre leur bulletin avant d'être fauchés mortellement. Eh bien, on en sait un peu plus sur la composition du Sénat au Cameroun, notamment pour cette troisième mandature. Paul Biya a nommé les 30 restants. 94 appartiennent au RDPC et les 6 autres à la formation politique ou aux formations politiques de l'opposition, à savoir l'UNDP, la NDP, le MDR, le SDF, l'UPC et le FSNC. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette autre édition de la rétrospective de l'information sur Canal 2 International, le rendez-vous des faits marquants de la semaine. Pour cette édition, Joseph-Claude Biliga, un autre invité, avocat au barreau du Cameroun. Joseph-Claude, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la Rétro. Merci de m'avoir invité. Je voudrais, à l'entame de mon intervention, présenter mes condoléances aux familles des enfants victimes de l'accident qui a eu lieu récemment à Boyé dans le sud-ouest. Je voudrais également présenter mes félicitations à votre PDG pour sa brillante nomination comme sénateur. Titulaire, mais également à mon confrère, un jeune confrère, Maître Justin Diorwe, qui est avocat à Marois, dans l'extrême nord du Cameroun, de la promotion Boubacar dans les jeunes, et qui a été également nommé sénateur titulaire. Il est du parti politique MDR. Exactement, voilà, de Feu Daïkolé. Daïkolé Daïsala. Justement, vous êtes avocat, je l'ai dit à l'entame de notre émission. Oui. Vous êtes également de plus en plus actif dans la littérature. Vous écrivez sur quoi? Qu'est-ce qui vous inspire? En fait, je crois pas dire ça. Je fais un retour à mes amours. Les premiers amours. Les premiers amours. J'aimais écrire. Dès la classe de 5e, je lisais beaucoup. J'étais très présent dans les centres culturels français et américains à l'époque. Et à un moment donné, le travail ne m'a pas permis d'extérioriser d'une manière pratique ce penchant à l'écriture. Mais avec l'âge, au moment où je pense que je commence à faire mes valises, je donc pensais qu'il était temps que je puisse partager cet amour pour la littérature, et notamment pour la poésie. Mais c'est pas seulement de la poésie. J'ai eu la chance la semaine dernière de pouvoir dédicacer mon recueil de poésie qu'on appelle Cadence poétique à l'Institut français du Cameroun, ici à Douala. Et je suis sur le point de publier un deuxième livre. Ça, c'est un livre autobiographique de plus de 300 pages et qu'on appelle, enfin, dans le titre est du miel et du vinaigre, chronique séquentielle. Qui raconte votre vie, les joies, oui. Etc. Oui, mais c'est pas seulement ma vie, qui raconte un peu de Cameroun aussi. D'accord. On aura l'occasion d'en entendre davantage parler dans nos éditions spécialisées avec Junior Roussin à Canal Matin, lorsqu'il va feuilleter des pages de livres à la tranche d'antenne appelée La lecture, je contribue. Merci beaucoup. Nous vous parlions d'entame de cette tragédie vécue par les populations du sud-ouest cette semaine et par la nation tout entière, des enfants écrasés de cette façon au moment où ils vont prendre les bulletins pour le compte du deuxième trimestre. Les images sont choquantes, nous avons pris le soin de les masquer pour la sensibilité de nos millions de téléspectateurs. Nous revenons sur ce fait-là et une récurrence que David Sandio a comptabilisée depuis le 1er janvier dernier. Une récurrence qui met davantage en avant les accidents de la circulation subis par les élèves. Reportage. Une dizaine d'élèves inertes, déchiquetés, d'autres grièvement blessés et transportés d'urgence à l'hôpital de Bingo dans le sud-ouest. Tous sont les victimes de la tragédie qui s'est produite ce matin à Moliwe, non loin de Limbé. Une trentaine d'enfants étaient à bord de ce minibus de transport d'élèves, tous fréquentant le lycée technique d'Ambé. Sur le trajet, le minibus va entrer en collision avec un camion de sable. Selon des témoins, le camion avait perdu ses freins et balayait au passage tout ce qu'il trouvait sur sa trajectoire. Hormis la dizaine de lycéens tués, 2 gamines traversant la route avec leur maman
vont en faire les frais. L'onde de choc s'est aussitôt répandue partout. Les messages de condoléances et de consternation exprimés ça et là. Les parents sont inconsolables. Cette tragédie de plus survient au moment où les enfants se rendaient à l'école pour la remise des bulletins. Un départ en congé sanglant pour la communauté éducative. Ces cris et pleurs prouvent à suffisance la douleur qu'éprouvent les parents de la dizaine d'élèves arrachés à la vie à Moliwe. Ils sont pour la plupart comptés dans les effectifs du lycée technique de Hombi. Le seul tort, avoir choisi d'emprunter un bus pour se rendre à l'école le jour de la remise des bulletins de fin de second trimestre. Les bulletins de notes qu'ils ne recevront pas parce que fauchés sur le chemin par un camion. Et cela nous rappelle qu'au lendemain de la rentrée scolaire, précisément le 14 novembre dernier en Kozoa, entrée de la ville de Yaoundé, un camion transportant du sable écrase une moto. Le conducteur et les passagers de l'engin à 2 roues, tous des élèves et appartenant à une même famille, meurent sur le coup. Encore la moto. Au début du 2e trimestre à Mélon, dans le département du Mungo, 2 élèves prennent place sur un engin et n'arriveront pas à l'école, leur destination. Sur le chemin, ils trouvent la mort. La moto est percutée, un véhicule comme le camion qui, le 27 février dernier, percute une jeune élève du collège Monti. Elle rend l'âme immédiatement. Le dénominateur commun, l'excès de vitesse, le non-respect du code de la route et l'insouciance des automobilistes. Malgré les ralentisseurs de vitesse sur la route, les panneaux de signalisation aux abords des écoles, les automobilistes roulent toujours à tombeau ouvert et en deuil. Eh bien, nous allons nous intéresser davantage à ces accidents de la circulation, notamment celui qui vient d'endeuiller plusieurs familles à Moliwe, dans le sud-ouest, à Moliwe. On parle d'un civisme, d'inconscience des usagers en dépit des multiples campagnes de sensibilisation que mènent les ministères au Cameroun, davantage le ministère des Transports. Et c'est vrai, et c'est malheureux. Il y a quelques jours, le ministre des Transports, le ministère des Transports, évoquait le problème des visites techniques en parlant qu'il y avait une plateforme qui permettait aux agents de maintien de l'ordre, au personnel du ministère des Transports en charge du contrôle routier, de s'assurer qu'il y a les visites techniques qui ont été opérées. On s'est rendu compte que la plupart du temps, ces visites techniques ne sont pas opérées, ne sont pas effectuées par les propriétaires des véhicules. Et même lorsque ces visites techniques sont effectuées et qu'un certain nombre d'anomalies sont répertoriées, sont relevées, la réaction qui aurait pu être celle de ces propriétaires de véhicules, c'est-à-dire aller vers un garage pour pouvoir réparer, si c'est les roues ou si c'est les freins, ne se fait pas. Donc la visite technique devient tout simplement, c'est ce que nous pensons, rien qu'un papier qu'on paye pour certains véhicules à 15 000 francs CFA, alors que l'idéal, le but, ce n'est pas d'avoir un papier, mais c'est qu'à partir des constats qu'on aura fait sur l'état défectueux de certaines pièces de véhicule, que l'on puisse en profiter pour aller réparer. Et également, l'autre rôle qui malheureusement devait être assigné également aux agents de contrôle et qui n'est pas fait, c'est que au lieu qu'ils se contentent des pièces en papier, je veux dire les pièces administratives et autres, ils devraient également vérifier l'état, par exemple, visible de certaines choses, de la voiture, telle que par exemple les pneus. On peut bien voir que ce pneu n'est pas en bon état. Il ne faut pas être un très grand technicien pour connaître l'état du pneu, par exemple. Donc ça également pouvait le faire. Moi, je pense également qu'il faut peut-être que le ministère aille plus loin, qu'au-delà du contrôle des documents, qu'il y ait un contrôle également du véhicule même. C'est-à-dire, rien n'empêche par exemple qu'au niveau des contrôles, qu'on mette des mécaniciens ou des chauffeurs qui ont pour but d'entrer dans le véhicule
et de faire, je sais pas quoi, une centaine de mètres, voilà. pour s'assurer que les freins sont là. Vérifier, par exemple, au niveau du moteur, si l'huile de frein est là, si l'huile de ceci ou cela. C'est-à-dire, ça permettrait peut-être d'atténuer un peu ces accidents-là. Il faut avouer que les accidents, comme on les appelle, sont des accidents. Donc, sont généralement involontaires. D'accord. Donc, il y aura toujours des accidents. Mais on peut diminuer le nombre d'accidents, on peut diminuer l'effet d'accidents. Par exemple, lorsqu'on voit ce camion de sable qui, en plein jour, va cogner un bus qui transporte les élèves. Le bus qui transporte les élèves, on peut bien imaginer, comme on l'a fait par exemple à Yaoundé, qu'à une certaine heure, il y a un certain nombre de bus, ou bien pas de bus, de véhicules, comme les véhicules qui portent du bois par exemple, les grumiers, on dit, vous ne passez pas pendant cette période. Voilà. Joseph Claude Biliga, il y a un autre facteur dont on ne parle pas assez, l'état de nos routes, qui très souvent aussi aggrave la vétusté des voitures ou alors accélère la vétusté des voitures. On ne va pas dire que nos routes n'ont pas leur part des responsabilités dans les multiples accidents de la circulation qu'on enregistre au Cameroun. Bien sûr, il y a une qui est le parc réputée. automobile est grandissant, mais les routes ne sont pas aménagées. Il y a 40 ans, c'est les mêmes routes. C'est vrai. Il y a une route que je prends assez régulièrement pour des raisons professionnelles, c'est celle de Kribi, aider à Kribi. Je vous assure qu'il y a peut-être une amélioration aujourd'hui, mais pendant longtemps, il y avait les trous partout. Et il y avait beaucoup de crevaisons, il y avait beaucoup d'éclatements de roues sur cette voie-là. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'améliorations, mais malheureusement, le tronçon doit aider à également commence à avoir les mêmes problèmes. Il y a beaucoup de trous. Et imaginez-vous que vous avez lorsque vous conduisez, lorsqu'il pleut, vous ne voyez pas l'état de la route. Donc vous pouvez tomber sur un trou, ou lorsqu'il ne pleut pas, vous voulez éviter un trou, vous vous retrouvez de l'autre côté de la route, qui est malheureusement étroite, et du coup, l'accident est vite arrivé. La route Yaoundé-Bafoussam, ça se porte bien, les automobilistes en parlent avec allègrement, on parle avec beaucoup de bonheur. Oui. Douala-Bafoussam, c'est la catastrophe, et il y en a qui vous diront, on ne se rend à Bafoussam désormais que par obligation, pas par plaisance à cause du mauvais état des routes qui endommage les voitures aussi. Oui, moi je dis effectivement, vous savez, il y a quelques années également, la route Yaoundé-Bafoussam n'était pas formidable. Vous vous souvenez du décès de Madame Fourni sur cette route-là. Il y avait beaucoup d'accidents à un moment donné. Je pense que l'État a pris ses responsabilités. Grâce au chantier de la Cannes, il y a beaucoup de routes qui ont été aménagées, notamment celle de Yaoundé-Bafoussam. Oui, moi disons que l'État a pris ses responsabilités sur cette route-là. Je crois que l'État doit continuer à prendre ses responsabilités sur la route Bafoussam. Douala, Yaoundé. Bafoussam Bamenda. Bafoussam Bamenda, je crois que c'est un serpent de mer, parce que ça fait depuis plusieurs années qu'on n'a jamais fini le tronçon entre, je crois, Babadjou, Bamenda. Et Bamenda. Mais je pense qu'il faudra, il faut quand même, sans langue de bois, quand même, dire qu'il y a d'autres routes qui sont en train d'être faites, surtout celles qui vont vers le Grand Nord, à partir du Mbam. Il y a donc des routes qui passent par Ntui et Yoko. Et la pénétrante est de Douala, où les travaux ont aussi repris. Oui, ont repris, mais il y a un problème qui est réel et qui est grave. C'est celui de la pénétrante ouest. C'est pas l'état de route qui pose problème, mais c'est l'exécuter. C'est-à-dire les routes ne parviennent pas à supporter le trafic. C'est-à-dire qu'il faut faire carrément 3 heures du temps. Pour partir de lycée, même pas de lycée, un peu avant les rails. Donc je peux dire pour partir de là où il y a l'échangeur, pour arriver à Bekoko, je veux dire au niveau de l'échangeur Bekoko, vous pouvez carrément faire 3 heures, 4 heures, tant à l'aller qu'au retour. Tout simplement parce que il y a une sorte d'entonnoir à ce niveau-là et il n'y a pas d'autres routes. Je pense qu'on peut imaginer qu'on puisse faire des routes qui sortent directement par Bonendale et qui vont ressortir peut-être d'autres qui suivront peut-être les rails qui sont aujourd'hui désaffectés pour permettre de fluidifier cette route-là. Parce que vraiment c'est un problème. On peut également imaginer du côté de Boudjongo tracer des routes parallèles qui permettront donc que l'axe principal ne soit pas l'unique axe qu'on utilise pour aller à Bafoussam pour aller à l'ouest. Le temps c'est de l'argent. Si on va faire moins de 20 km en 3 heures de temps, il y a des questions à se poser. Nous allons évoluer dans cette émission en nous intéressant
À l'actualité au Sénat, sénatorial 2023 au Cameroun, après le rendez-vous électoral du 12 mars dernier, Paul Biya a procédé vendredi dernier 31 mars à la nomination des 30 autres restants. Et donc sur les 30, 17 ont gardé leur siège. Succession de reportages, nous revenons derrière pour les commentaires. Une fois de plus, leur nom reste sur la fiche de Paul Biya. Sur les 30 sénateurs nommés le 31 mars 2023, le chef de l'État reconduit 17 sénateurs. Dans le sud, on repart avec les 3, Pierre Ngalingwa, François Meunier-Ondo et Paulette Bissek. Dans le littoral, Siegfried Etame Massoma et Pierre Flambonga-Yap ne bougent pas. À l'ouest, un seul nom revient, Marsenia Difendi. Dans la Damawa, Mohamed Gadou et Moussa Sardo doivent tout simplement s'ajuster sur leur siège. Pareil pour René Zengele et Diwala Moni Hilarion à l'est. Dans l'extrême nord, pas de changement pour Mahamad Béchar et Bessongo Leke dans le sud-ouest. Dans la région du nord-ouest, Fonchafa Isaac et Regina Mundi Elisabeth disent une fois de plus merci au chef de l'État pour la confiance renouvelée. La voix du Nord sera une fois de plus portée par Aboubakari Abdoulaye et Ayatou Aïcha. C'est donc au total 9 régions sur 10 qui ont vu certains de leurs sénateurs maintenus pour cette autre mandature au Sénat, contrairement à la région du Centre où tous les 3 sénateurs ont été remplacés. Emmanuel Chatoué siégera en session de plein droit le 11 avril prochain au Sénat en tant que sénateur titulaire de la région de l'Ouest. Il remplace son chef supérieur, le roi des Bandjoun, Jomo Kamga, qui lui aura siégé à la Chambre haute du Parlement de sa mise en place en 2013 jusqu'à la mandature qui s'achève le 11 avril prochain. Seydou Bombo Djoya fait également son entrée au Sénat ce 31 mars en remplacement de son papa, le feu sultan roi des Bamoun, Ibrahim Bombo Djoya. La région de l'extrême nord enregistre également 2 nouveaux entrants, Malumbra et Djorwe Polin, de même que le centre, représenté par Henriette Sonac et Robert Kili, ancien ministre des Transports. Au littoral, Ernest Mwandi Boundji remplace le sénateur Madi Bassongue, décédé. Remplacement similaire dans le sud-ouest, où Ekoko Moukete reprend la place de son feu père, Chief Victor Moukete. Dans la Damawa, Djaratou Mohamadou est remplacé par Oumarou Mazadou. Dans le nord, Yves Tizi Toumba fait son entrée à la Chambre haute. Et enfin, dans le nord-ouest, le choix du chef de l'État a été porté sur le militant du Social Democratic Front, Yannick Hansen Mouchiglé. 12 bleus au total, qui vont goûter dès le 11 avril prochain aux délices de la Chambre haute du Parlement. Des sénateurs de 8 régions sur 10 écartés de la nouvelle mandature après les nominations survenues ce 31 mars 2023. Il s'agit de Albert Mbida et Élie Victor Itsombationgi de la région du Centre, Gabaya Tcheftchef. De l'extrême nord, Boukari Ousmanou du nord, Diaratou Mohamadou de la Damawa, Fondo Nganyonga 3 de la région du nord-ouest est aussi écarté. Dans la région de l'ouest, Victor Jomo Kamga cède son fauteuil. Parmi les sénateurs décédés lors de la précédente mandature, l'on retrouve Dakole Daïsala de l'extrême nord, Ibrahim Bombo Djoya de l'ouest, Fon Mokete du sud-ouest, Bernard Amougou du sud, Madiba Songue du littoral et tout récemment, Rebecca Afion du sud-ouest. Il faut relever que les sénateurs des régions du sud et de l'est ont été reconduits tels quels. Avec ces nouvelles nominations, le Sénat camerounais retrouve son équilibre numérique. Tous les sénateurs recalés sont d'office exclus de la session de plein droit annoncée pour le 11 avril prochain. Alors, Joseph-Claude Biliga, 6 sénateurs de l'opposition ont été nommés, à côté des 94 élus et nommés du RDPC. Quel poids ces sénateurs de l'opposition peuvent-ils peser dans cette chambre haute du Parlement camerounais? Il faut noter une chose, ce n'est pas forcément le nombre qui est important. C'est pas forcément le nombre. Pourquoi? Parce que même si vous avez 20 ou 30 sénateurs de l'opposition, lorsqu'il faudra voter des résolutions,
C'est la majorité simple. Or, sauf lorsqu'il s'agit de certaines décisions qui demandent une majorité qualifiée, c'est la majorité simple. Donc si un parti politique a sur 100 sénateurs, 52 sénateurs, et si ce parti politique veut continuer à imposer, c'est-à-dire ou bien à travers ses sénateurs sa ligne politique, ce parti continuera, parce qu'il y a la discipline du parti. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'ai du mal. Je vois ce que je suis en train de dire. Je veux dire que le fait qu'il y ait six partis de l'opposition n'impacte pas particulièrement dans la prise de décision, le vote des lois et autres. Même s'il y avait 30, ça n'impacterait toujours pas d'une manière particulière. Dans la mesure où, quels que soient les débats qui peuvent durer en longueur, si le gouvernement qui est l'émanation d'un parti, du parti au pouvoir, qui est le RDPC, veut passer une décision, une résolution ou une loi, ce gouvernement compte sur ses députés ou ses sénateurs à qui doivent avoir ce qu'on appelle suivre la discipline du parti. C'est pour ça qu'il y a, tout à l'heure nous parlions du président du groupe parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a un président du groupe parlementaire au niveau du Sénat également, dont le rôle est de donner, de contrôler entre guillemets le vote des élus. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vous comprends très bien. Sauf lorsqu'il y a ce que j'appelle certaines décisions qui nécessitent la majorité qualifiée. On va dire, d'office, il n'y aura pas débat. Non, il y a débat. Il y aura toujours débat, mais à la limite, ce débat, je veux dire que ce n'est pas parce qu'il y aura... C'est la discipline du parti qu'il faut respecter. Je vous donne l'exemple banal. Nous sommes en France. Le gouvernement a été obligé de passer par l'article 49.8. Qui fait que lorsqu'il y a blocage au niveau de l'Assemblée nationale, le gouvernement peut passer outre en utilisant cet article pour voter ses lois. C'est ce qui est en train d'être fait en France sur... Je vous le donne pour vous contextualisons, revenons au Cameroun. On revient au Cameroun pour dire que si le gouvernement, il est vrai, nous n'avons pas cet article-là. Oui. Si le gouvernement a envie de faire passer ses lois, dès lors que ce qu'il faut pour ce gouvernement, c'est d'avoir la majorité simple. Elle peut ne pas être obèse, ça n'empêche pas que les décisions soient prises. On prend le cas du Cameroun, il est de notoriété publique que les sénateurs et les députés voient systématiquement rejeter leurs propositions de loi. Comment on explique ça? Tout simplement par une chose que les gens ne veulent pas accepter. C'est que, bien qu'on parle des trois pouvoirs qui doivent être égalitaires, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, exécutif et législatif, il y a un pouvoir qui domine sur les autres. C'est le pouvoir exécutif. Si le pouvoir exécutif a à sa tête la seule personne qui a été élue par le peuple en entier. Les autres sont des personnes, ce sont des hommes qui ont été élus, personnalités qui ont été élus à travers des votes, soit dans les circonscriptions électorales départementales ou régionales, ou comme par exemple au niveau du Sénat, dans un scrutin direct ou indirect selon les cas, mais aucun d'eux n'a l'action populaire nationale comme le président de la République. Donc c'est lui qui dirige le pays. C'est pas le président de l'Assemblée nationale, c'est pas le président de la Cour suprême, etc. Donc du coup, c'est une fiction que de penser qu'il y a une égalité, qu'il y aura un équilibre parfait. C'est pas possible. Dans aucune démocratie. Dans le cas d'espèce, on ne parle même pas d'équilibre, parce que s'il y a 94 sénateurs appartenant à une formation politique et 6 autres, c'est juste une petite teinture. Alors, avez-vous souvenance de ce que l'ancienne équipe dirigeante, je parle du Sénat notamment, le Sénat de 2013 et le Sénat de 2018, oui, est apporté au Cameroun et aux Camerounais? Il faut savoir ce que le Sénat représente. Le Sénat rentre dans ce qu'on appelle la décentralisation. C'est pour vous donner l'opportunité de répondre à la question ou à l'opinion des Camerounais qui posent la question de l'utilité du Sénat. Première chose, le Sénat rentre dans le cadre
de l'application de la Constitution qui voudrait qu'il y ait une décentralisation. Et la décentralisation passe par la création des régions, ce qui est fait, et également par la mise en place du Sénat, qui représente, à la différence de l'Assemblée nationale qui représente le peuple en entier, les sénateurs représentent les collectivités territoriales décentralisées, donc des régions, de manière générale. Donc, et pour ça, il faut d'abord que cela soit dit. Donc, pour qu'il y ait un développement plus harmonieux ou bien plus rapide de CTD, la présence des sénateurs est importante. C'est ce que la loi dit. Dans l'application, c'est autre chose. La deuxième chose qu'il faut noter, c'est que le Parlement, d'une manière générale, que ce soit le Sénat ou l'Assemblée nationale, a deux rôles principaux. C'est le vote des lois, qui peuvent être des propositions de loi, tout à l'heure on vient de parler, les propositions de loi viennent de l'Assemblée nationale, ou les projets de loi qui très souvent sont ceux qui sont proposés, qui sont posés sur la table des parlementaires. Le deuxième rôle, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Ce contrôle se fait de deux manières. La première façon, c'est à travers les commissions, la mise en place de commissions d'enquête qu'on peut mettre à l'occasion des événements. Et la deuxième façon de faire ce contrôle, c'est à travers les questions. Les questions orales, mais qui en réalité sont des questions écrites. Parce que la fois où, au départ, c'était des questions vraiment orales, c'est-à-dire que c'était une sorte de test qu'on faisait au ministre, et on s'est rendu compte que ce n'était pas bénéfique à la population. Parce que ce n'est pas l'école dont le peuple a besoin, mais des réponses précises à un certain nombre de questions qui sont posées. Et je me souviens qu'il y a un ministre des Finances à qui on avait posé la question, qui a balbutié, et quelques temps après il a été déchargé de ses fonctions. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on propose les députés ou les sénateurs et écrivent des questions qui sont des préoccupations de la population, ou qui sont censées être des populations de la population. Et ces questions sont envoyées aux ministres qui doivent y répondre en collaboration avec leurs les collaborateurs. Avec les collaborateurs qui préparent des réponses qu'on va lire. L'intérêt, et là je réponds à votre question. Lorsque vous voyez les questions qui sont posées, très souvent, les réponses qui sont données, même lorsque le gouvernement est en difficulté, le gouvernement promet des choses. Donc ils tiennent compte de ce qui est des questions qu'on pose, des préoccupations qui émanent des questions qui sont posées. Et très souvent, après, on voit qu'il y a une loi qui est arrivée, ou bien un acte réglementaire, un arrêté, une ordonnance, qui permet d'évoluer sur ces trucs. Je ne vais pas commencer à citer les cas, mais prenons le cas de cette fameux 15% qui doivent être alloués aux collectivités décentralisées. On n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, mais on l'a intégré quand même dans les tests pour dire qu'en réalité, on a entendu le cri des populations à travers leurs représentants. Joseph-Claude Biliga, oui. Qu'attendez-vous de cette nouvelle mandature, ou alors des nouveaux sénateurs? Mais qu'ils fassent leur travail, et qu'ils fassent le travail pour l'intérêt du peuple. J'ai eu l'occasion la semaine dernière, je crois, de participer à un séminaire, à un symposium organisé par le Haut Commissariat de la Grande-Bretagne, où j'étais intervenant, j'étais parmi ceux qui dispensaient de la connaissance. Et à cette occasion, j'avais lu le SND 30. Le document sur la stratégie, voilà. Oui, et la stratégie nationale pour le développement. Et lorsque vous lisez cela, vous vous rendez compte que le gouvernement a un tableau de bord, que s'il était appliqué, permettrait que le niveau de vie des Camerounais soit suffisamment élevé, dans tous les domaines. C'est comme les lois camerounaises, dont on dit être l'une des meilleures, bien élaborées, mais son application qui reste questionnable selon les acteurs. C'est pour ça qu'on disait que très souvent. Les députés et les sénateurs doivent jouer leur rôle. Okay. Ils doivent être, malgré le fait qu'il y a la discipline du parti, ils doivent pouvoir, même au sein du parti en interne, essayer d'amener cette amélioration, l'application de la loi. D'ailleurs, j'ai suivi le Premier ministre qui a eu le conseil de cabinet. On va parler des lois tout à l'heure. C'est prévu dans le menu Joseph-Claude Biliga. Vous êtes avocat. Je comprends cette aisance à parler de la loi. On va en parler. On tient compte du timing de l'émission. Alors, cette semaine également, les avocats des militants du MRC étaient à la barre.
avec leurs militants incarcérés depuis plusieurs années et attendaient justement l'application de la habeas corpus. Rejet. On revient sur cette actualité avec Janice Kamga. Au sortir de l'audience en habeas corpus de ce 28 mars au tribunal de grande instance du Mfundi, maître Hippolyte Méli compte les jours qui le séparent du deadline donné par le groupe de travail du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à l'État du Cameroun en novembre 2022. Nous sommes rendus à moins de 40 jours environ de délai de 6 mois que le groupe du travail a donné à l'État du Cameroun. En effet, pour Alain Foguet, trésorier du MRC, Brice Djoufo, Xavier Fouaille, Gérard Tefobo et Napoléon Tichia, la demande de libération immédiate n'a pas prospéré. Le juge d'habeas corpus a procédé au rejet de 5 demandes. Une décision de justice non motivée. Au cours de l'audience, le juge des libertés ne tient pas compte des recommandations faites par le collectif, les qualifiant de politiques et pour lesquelles ces derniers devraient s'adresser à qui de droit. Ce qui fait dire à la défense que ce verdict est révélateur en réalité de la position de la justice camerounaise, à savoir que les arrestations et les détentions des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun depuis les manifestations de 2020 sont légitimes et légales. Depuis plus de 3 ans, le juge d'habeas corpus au Cameroun n'a pas procédé à la libération de qui que ce soit, comme si à Yaoundé, les détentions arbitraires, les arrestations arbitraires n'existent pas. Le collectif compte faire appel de cette décision. Il dispose de 5 jours pour le faire. Une stratégie calquée sur celle des Nations Unies. Les enquêtes pour poursuivre les auteurs de ces abus, de ces violations des règles de droit international de droits de l'homme, nous n'avons pas encore déclenché cette procédure. L'indemnisation, nous n'avons pas encore déclenché. Rendez-vous le 25 avril pour le délibéré des 7 autres détenus, celui d'Olivier Bibounissak, porte-parole de Maurice Kamto, étant prévu le 18 avril prochain. Alors, Joseph-Claude Biliga, sans chercher à vous entraîner à commenter une décision de justice, qu'est-ce qui peut expliquer ou justifier juridiquement la non-application de l'habeas corpus pour le compte des militants du MRC qui le demandent pour leur libération? Il faut noter une chose. L'habeas corpus, c'est une notion que nous avons héritée du système anglo-saxon. C'était dans une charte qu'on appelle la Magna Carta, qui a été éditée en 1215, le 15 juin 1215, la Magna Carta. Et elle peut expliquer ceci, ça veut dire avoir le corps, c'est-à-dire être le corps du prisonnier avec toi en te présentant devant la justice, devant des juges. Je ne sais pas si tu vas bien expliquer ça. Donc en fait, il faut noter, lorsque vous posez un acte qui est répréhensible, où vous pouvez aller en prison, oui, c'est le juge pénal qui doit pouvoir juger. Mais l'habeas corpus est en fait la possibilité qu'on donne à un prisonnier, à une personne gardée à vue par exemple, ou à un prisonnier, qui estime que sa détention est illégale, que cette détention soit levée. Donc qu'il soit libéré, cette personne. On amène donc cette personne, non pas devant le juge pénal, sur qui on pourra prévenir pour la relaxe, pour l'acquittement, sur qui on doit juger, ou pour la liberté provisoire, mais on l'amène devant le juge civil qui n'a pas à voir si la personne a commis les actes ou pas, mais tout simplement pour voir si le truc est légal ou illégal. Dans le cas d'espèce, par exemple, est-ce que c'est normal qu'un civil soit jugé devant le juge militaire? Rien que sur ce principe-là, oui, on peut amener des prisonniers ou des personnes détenues devant le juge civil, le président du tribunal de grande instance, dans le cas de l'habeas corpus. Je ne voudrais pas entrer en détail dans le dossier du MRC, mais il faut noter que dans ce cas, dans le cas d'espèce, c'est ça qu'il faut dire généralement aux Camerounais, c'est que les décisions ont été rendues en instance. Ils ont fait appel sur les décisions devant les juges pénal, tribunal pénal. Sur le tribunal militaire, lorsqu'on prend une décision devant le tribunal militaire, lorsqu'on va en appel, et le tribunal est différent, elle n'est plus constituée rien que des militaires, puisqu'il y a le juge qui est le juge civil,
le président du tribunal qui est civil et les assesseurs qui sont militaires. Oui. Maintenant, il se trouve que cette juridiction a déclaré irrecevable les appels, certains appels de nos confrères ouais. pour des irrégularités, c'est-à-dire au niveau de, je crois qu'ils ont dû les faire hors de l'air, où il y a dans tous les cas un problème de droit qui s'est posé à ce niveau-là. Maintenant, ce que nos confrères ont dû faire également, c'est de se pouvoir en cassation, c'est la logique. Mais seulement ils estiment que, en plus de ça, il y a comment on avait appelé ça, cet avis du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Et sur cette base-là, ils ramènent les mêmes personnes qui ont été jugées en instance et donc qui sont partis devant le juge de la cour d'appel pour que cette fois-ci, on applique cet avis. C'est un avis. Oui, c'est un avis. Et justement, il y a lieu quand même d'observer que l'État du Cameroun donne rarement une suite favorable à ce genre de requêtes, même lorsqu'elles sont appuyées par les instances onusiennes. Comment vous interprétez cette posture? Avant d'interpréter, donc je dis donc, voilà, c'est l'avis qu'on donne. Mais ici, tout à l'heure nous parlions de tribunal, nous parlions tout à l'heure de pouvoir judiciaire, de pouvoir exécutif. Le tribunal, c'est le pouvoir judiciaire. Le tribunal n'est pas tenu par cet avis. Oui. C'est ce que le juge a dit. Oui. C'est plutôt le gouvernement qui a le pouvoir exécutif. Donc c'est au gouvernement que la démarche, c'est vers le gouvernement que cette démarche devrait être entreprise pour que le gouvernement prenne sa responsabilité et non devant les juges qui, eux, disent que, ben non, nous on a appliqué la loi. S'il y a un avis, ce n'est pas devant le juge pénal, mais c'est devant la juridiction, devant le gouvernement qui aurait violé la loi. Ces avis-là ne sont-ils pas justifiés ou ne s'appuient-ils pas sur les traités et conventions internationaux ratifiés par le Cameroun et qui devraient, selon le principe des normes juridiques, s'imposer aux lois nationales? C'est un avis. Il y a des normes. Ces avis s'inspirent de quoi? Il y a des avis, il y a des recommandations. Il de quoi? C'est une chose, non, il faut comprendre une chose, il ne faut pas qu'on nous amène dans les trucs. C'est pour nos téléspectateurs. Non, je veux comprendre une chose. Ces avis s'inspirent de quoi? Mais s'inspirent d'un certain nombre d'instruments juridiques internationaux, ça c'est vrai. Parmi lesquels les traités, les conventions? Oui, les traités, les conventions, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Certains ratifiés par le Cameroun? Certains ratifiés par le Cameroun. Mais lorsqu'on dit donne un avis, ou donne une recommandation, ou donne ceci, ce n'est pas la même valeur juridique. Il y a des avis qui ne sont pas contraignants, c'est-à-dire qu'on ne vous oblige pas à le faire. C'est un peu comme si on vous donnait un conseil de pouvoir le faire. Voilà que notre position, essayez de le faire, etc. Et je sais généralement dire ceci, que lorsque les avis sont contraignants, c'est suivi d'une sanction. Oui. Par exemple, c'est très fréquent au niveau de l'Union européenne, où lorsque vous ne faites pas ceci, on vous condamne. Par exemple, le retrait du Cameroun de l'Agora. Par exemple, on peut retenir, c'est ça. L'Agora, je veux dire. L'Agora, c'est ça, les sanctions. Donc c'est ce que le Cameroun peut encourir si jamais c'est un avis contraignant. Or, dans le cas d'espèce, ça semble ne pas être un avis contraignant, sauf si je me trompe. Nous parlons également d'un autre avis, mais celui du département d'État américain sur la liberté des droits au Cameroun, l'exercice des droits fondamentaux au Cameroun. Nous allons prendre ce reportage de David Sandio, qui a lu le texte et a rencontré les acteurs de la société civile pour nous. Reportage. Le rapport 2022 du département d'État américain sur les formes de violation des droits de l'homme au Cameroun nous conforte dans nos nombreuses dénonciations qui restent lettres mortes. Ainsi parle Philippe Nanga, le coordonnateur d'Un Monde à venir, est très amer au sujet de la répression des libertés publiques au Cameroun, ainsi que les lenteurs judiciaires, la procédure et le jugement à la tête du client. Tout ceci foule au pied le respect des droits humains. Il y a des dossiers qui font 3 ans, 4 ans sans qu'on ait avancé sur ces dossiers. On a vu le cas Vamoulke, qui est quand même un cas emblématique, où voilà, on a des centaines d'audiences sans qu'on avance. On se pose des questions, on s'interroge, et c'est tout à fait normal que ces pays amis mettent ça en surface.
Si la séparation des pouvoirs est consacrée, le rapport constate pour le déplorer la prépondérance de l'exécutif. Ça vient quand même du département américain avec d'autres précisions et spécificités sur notamment l'état de gouvernance de notre pays. Ça questionne parce que nous croyons, elle vient nous révéler que nous croyons tous que nous sommes dans un état démocratique, mais en la vérité, nous sommes dans une dictature déguisée. Le Cameroun sera questionné en novembre prochain lors de l'examen périodique universel des Nations Unies sur l'évolution des recommandations de 2018. L'accent sera mis sur l'accès à l'information et le procès des civils au tribunal militaire. On a recommandé à l'État du Cameroun de ne plus juger les civils dans les tribunaux militaires. Le Cameroun s'entête à le faire. Ça n'est pas normal. On a demandé à l'État du Cameroun d'adopter, n'est-ce pas, d'avoir un encadrement législatif sur l'accès aux informations. Ça n'est pas fait. On a demandé au Cameroun de protéger la liberté des médias. Nous voyons chaque jour la menace à l'endroit des médias. Et ça ressort dans ce rapport-là. Dans son rapport 2022, le département d'État américain évoque la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, les exactions de Boko Haram dans la partie septentrionale, la justice dite aux ordres comme des éléments qui concourent au non-respect des droits de l'homme au Cameroun. Joseph-Claude Biliga, nous parlions tantôt de l'arsenal juridique camerounais, bien étoffé, des lois bien écrites, humanisantes, mais au regard de la récurrence des rapports des organismes internationaux et des pays amis, on a l'impression ou le sentiment que le Cameroun est un mauvais élève en matière de respect de ses propres lois et de ses conventions dûment signées. Il faut noter une chose, c'est qu'il y a on doit toujours s'améliorer. Pour ceux qui n'ont pas connu le Cameroun d'avant 1982 ou autres, ou bien avant 1990, ils peuvent le dire. Mais ceux qui ont connu le Cameroun avant 1990, avant les lois sur les libertés, peuvent pas vous dire qu'il n'y a pas d'évolution. Il y a une évolution positive dans beaucoup de domaines, dans la liberté de parole, la liberté d'expression. Ça, c'est vrai. Il faut être honnête pour le dire. Maintenant, on peut aller plus loin. On peut faire mieux. On peut faire mieux. C'est qu'on doit faire mieux. Et tout à l'heure, je vous évoquais le symposium qui a eu lieu à l'Hôtel Hilton, sans publicité. Le ministre Momo était là. Et c'était vraiment, il y avait des échanges francs entre les participants. Et il a évoqué beaucoup de choses. Effectivement, en disant, écoutez, les pays comme la France, les États-Unis, c'est des pays qui ont des centaines d'années de vie. Le Cameroun a 63 ans, 68, 63 ans. Donc il y a quand même des choses qui doivent s'améliorer. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, qui doivent être faites. C'est ce qu'il expliquait. Je ne sais pas si ça a convaincu beaucoup de monde, mais c'est ce qu'il expliquait. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas faites. Et tout à l'heure, Inbox, je vous disais, en off, je vous disais, même les États-Unis sont accusés, très souvent. Le non-respect des droits de l'homme. Des droits de l'homme. Il y a les peines de mort qui sont là-bas. Il y a des gens qui restent en prison pendant 40 ans. On se rend compte qu'ils n'ont posé aucun acte répréhensible. Ça ne devrait pas justifier qu'on ne respecte pas. Ça ne justifie rien. Voilà. Mais je veux dire que c'est un idéal, c'est perfectible. C'est un idéal vers lequel tous les pays doivent tendre, le Cameroun y compris. Mais seulement moi, je suis un peu gêné lorsque j'entends, ils sont dans leur rôle, les défenseurs des droits de l'homme, lorsqu'ils parlent fort. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, 30 ans, ils n'auraient même pas eu l'occasion de parler. Ça veut dire que c'est une avancée. Je dis que c'est une avancée. Merci. Alors, nous allons parler d'économie à présent. 7 jours sans carburant à Baganté, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun. C'est un phénomène qui est en train de s'étaler à plusieurs autres localités et impacte l'économie. Et quand on parle d'économie, lors de la session du comité de politique monétaire, la première session de la BEAC qui s'est tenue à Yaoundé le 27 mars dernier, lundi précisément, le rapport révèle que l'année 2023 sera un peu plus chère. 6,4% de taux d'inflation, le double de la norme communautaire. Reportage.
8 jours déjà, la ville de Baganté n'est pas approvisionnée en carburant. Pour s'en procurer, les automobilistes et les motocyclistes doivent s'armer de patience, 2, 4, voire 8 heures de temps. Ils sont servis en fonction de l'engin. Malgré qu'on a notre carburant, on ne parvient pas à avoir le carburant dans notre propre pays. Parce que ça pénalise tout le monde. Ça me pénalise moi-même. Ça pénalise même ceux qui voyagent, même les enfants. Puisque ça fait en sorte que tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant à la maison. Malgré la patience, plusieurs automobilistes ne parviennent pas à s'en procurer et sont contraints de garer leur véhicule. C'est l'occasion pour les transporteurs d'augmenter, voire même doubler le prix du transport. Tenez par exemple, la distance de 17 km est passée de 700 francs CFA à 1000 francs et dans la ville, le prix est passé du simple au double. De la totale de Baganté ici, pour la chefferie de Baganté, c'était 100 francs. Aujourd'hui là, c'est 300. Bazou Baganté était 800 francs. Actuellement, si, c'est 1500. Par rapport à quoi? 1 litre de carburant. Quand tu parviens à trouver 1 litre de carburant, c'est 1500 1 litre de carburant. Moi, voici ici, j'ai 17 personnes que j'ai nourries à la maison. Voici 3 jours, je n'ai pas travaillé. La voiture est garée. Finalement, que le président Paul Biya qui voit comment il peut faire par rapport à ce problème-ci. C'est grave. En attendant que le problème soit résolu, certains agriculteurs sont privés de leurs activités avec les pluies qui étaient pourtant attendues. L'accès aux produits alimentaires et aux boissons non alcoolisées coûtera plus cher en 2023 qu'en 2022 selon la BEAC. Elle l'attribue à la récente augmentation des prix du pétrole à la pompe. Dans ce contexte, la BEAC prévoit une inflation qui va croître de 5,6 à 6,4% d'ici la fin d'année, le double de la norme communautaire qui est de 3%. Même en durcissant les taux directeurs pour la 3e fois consécutive depuis 1 an, rien n'y fait. La situation est difficile et les gens préfèrent emprunter de l'argent même si les taux sont prohibitifs. Alors qu'elle ploie de façon continue sous la vie chère, les populations sont moins rassurées sur leur avenir économique. Je pense qu'il faut plutôt envisager des solutions à court, à moyen et à long terme. Sur le court terme, forcément, ce sera un soutien de l'État aux ménages, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment à travers des facilités douanières, fiscales pour les entreprises en vue de réduire éventuellement les coûts. Et aussi, ça on peut l'apprécier à sa juste valeur, les augmentations de salaire. Face à cette récession mondiale, le Cameroun a entrepris une politique d'import-substitution. On a mis en chantier la production du riz, la production du maïs, local du maïs, la production du poisson et bien d'autres. Ces filières sont activées, mais vous pouvez comprendre que tout ne se passe pas en un an. Pour freiner cette inflation qui galope, la BEAC a entrepris lors de sa première session du comité de politique monétaire le lundi 27 mars à Yaoundé de relever le taux d'intérêt des appels d'offres de 5%, faire passer la facilité de taux marginal de 6,25 à 6,75%. Un durcissement des taux directeurs à la BEAC qui a permis de rétrécir et de freiner le taux d'inflation. L'Afrique centrale reste la sous-région la moins impactée. Ailleurs, on est à 2 chiffres d'inflation. Alors, nous parlons des vieux taxis dans la ville de Douala. On parle de ces engins qui transportent les citoyens de cette cité économique d'un bout à l'autre. Le décor est désastreux selon les personnes que nous avons rencontrées dans la ville de Douala. Nous parlerons également de l'avenue Kennedy à Yaoundé où les commerçants ont vu leurs marchandises écrasées. L'aménagement urbain a un prix. Succession de reportages. À 65 ans, Jean-Pierre est un homme du 3e âge. Son engin roulant a lui aussi connu l'usure du temps. Ma voiture est vieille. Moi-même, je suis un vieux. Parce que je suis en train de préparer ma retraite. Ils sont nombreux, ces taxis dotés de vieilles carrosseries qui circulent très régulièrement dans les rues de Douala. Les propriétaires disent ne pas avoir le choix. Mais si on roule avec les vieilles taxis, c'est parce qu'on n'a pas les moyens pour acheter d'autres. Et que le travail est devenu bizarre, nous on ne parvient plus à travailler. La moto envahit toute la ville. C'est vous qui voyez que mon véhicule est vieux. Hein? Je l'entretiens, hein? Parce que le véhicule que vous voyez là, c'est performant.
Pour les habitants de la ville, ces taxis abîmés ne font pas la beauté de Douala et sont à l'origine des embouteillages et accidents de la circulation. Un élève qui monte en blanc ou un élève qui monte simplement en propre, il peut sortir avec des blessures, il se salit là, le vêtement et tout. Et parfois les vieux taxis tombent en panne en plein carrefour, ça peut faire un accident. C'est très normal que des vieux taxis, on les dégage de la ville. Ça ne fait pas la propriété, ça ne fait pas la beauté de la ville. Cependant, ces taximens nous invitent à ne pas se fier à la vieille carrosserie, qu'une voiture en état est celle qui a un bon moteur, des pneus de qualité, une visite technique valide. Au milieu des gravats, ses petites mains s'activent, armées de pelles, haut à main nue. Les espaces aménagés vont servir pour installer des comptoirs semblables à ceci, près d'une semaine après les casses et la paralysie des activités qui s'en est suivie, les mesures prises permettent une timide relance. On a quand même eu à trouver un plan de sécurité et on a aussi eu à trouver quelques petites tablettes pour faire insérer des personnes telles que vous pouvez constater. Tout à côté, voici Alain. Ses 5 employés, lui, sont aux abois. Il y avait une très grande boutique ici. Il n'y a plus rien, on a tout cassé avec les trucs même à l'intérieur. Ils doivent aussi penser qu'on n'a pas aussi les moyens pour louer une boutique à 2 millions. Derrière son comptoir garni de quelques téléphones rescapés, Natacha repart du bas de l'échelle. J'ai perdu tellement de choses, tellement de dons, je suis démoralisée. Regardez comment je me retrouve. Moi qui avais une boutique, je suis obligée de me battre sur le soleil. Les tenanciers des boutiques détruites s'adaptent à la situation, mus par l'envie de gagner leur pitance. Nous sommes comme une race d'arbres, on appelle ça les balais. Voilà, quand tu coupes les balais, même si tu déterres ça du sol, ça va toujours pousser. Donc on se dit là qu'on va s'arranger, on peut payer les parasols, nous sommes là. Selon ces commerçants, le pied de grue qui s'observe à l'avenue Kennedy n'est que la résultante du loyer très coûteux des boutiques proposées. La défaite du Cameroun face à la Namibie reste une pilule difficile à avaler par les Camerounais. C'était un match d'éliminatoire. On parle de match éliminatoire pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Les avis des Camerounais ont été exprimés à la suite de cet échec. Il y a eu une réunion de crise à Yaoundé. Je vous propose avant tout ce reportage de Lionel Chouamau, Marc Lionel Chouamau, qui a été produit au soir du mardi, après cette rencontre de Johannesburg. Les Lions indomptables se sabordent dans la course à la qualification à la CAN Côte d'Ivoire 2023. L'équipe nationale du Cameroun s'est fait battre 2-1 à Johannesburg par la Namibie, modeste 113e nation mondiale de football. Rigobert Song et ses hommes étaient pourtant prévenus après la prestation du match aller. Le 4-2-4, système très offensif, et le retour de Vincent Boubacar n'auront pas suffi. Après une première période terne où les Lions indomptables n'ont presque pas eu d'occasion, ce sont les Namibiens qui dégainent en premier par l'inévitable Peter Chaloulilé qui profite d'un ballon relâché par le gardien Davis Epassi. 1-0. Le même joueur était déjà buteur au match aller. Pendant que le Cameroun pousse, il se découvre derrière. À 10 minutes du terme, la défense camerounaise concède un coup franc à l'entrée de la surface. Le mur de Davis Epassi se fissure. 2-0 pour la Namibie. La réduction du score par le capitaine Vincent Boubacar dans le temps additionnel sera anecdotique. Le Cameroun s'incline pour la première fois devant la Namibie et la première fois dans ses éliminatoires de la CAN et perd dans le même temps la tête du groupe C au profit de la Namibie qui compte 5 points en 3 matchs. Avec 4 points en 3 matchs également et un dernier match au mois de septembre contre le Burundi à Yaoundé, les Lions indomptables se mettent en danger tout seuls. Rigobert Song sait désormais qu'il est réellement en danger. Et cette réalité n'a rien d'une théorie. Joseph Claude Biliga, depuis bientôt 2 ans,
les équipes camerounaises de football dérivent dans toutes les compétitions où elles sont engagées. D'aucuns accusent le choix des hommes par le coach, d'autres pointent du doigt l'incompétence du coach. Quelle est votre analyse de la situation? Depuis 2 ans, le coach n'est pas aux affaires. N'est pas aux affaires, première chose. Deuxième chose, ce n'est pas le même coach qui est dans toutes les équipes. Donc s'il y a plusieurs équipes, ça veut dire qu'il y a plusieurs coachs. Donc on ne peut donc pas dire qu'il y a une seule personne sur qui on doit faire peser cela. Mais une chose est sûre, c'est qu'on se rend compte que notre équipe de football, surtout celle senior, doit être formée, elle doit être constituée. Moi, je ne suis pas un fan de football, je regarde rarement les matchs, mais dernièrement, j'ai regardé une partie de match contre la Namibie et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de déchets. Je n'ai pas vu de joueurs de football, pas vu de joueurs. Pas vu comme les équipes de 90 avec les Roger Mila, les Oman Beyik et autres. Une équipe qui fasse rêver. Oui, non, j'ai pas vu. Et j'ai bien peur que si on ne fait pas des efforts, même qu'on au Burundi, qu'on ne donne pas un bon spectacle. Il faut donc, et c'est pour cette raison que je pense que je suis content il faut apprécier ce qui s'est fait dernièrement avec le... La réunion de crise à Yaoundé convoquée par Samuel Eto'o avec tous les sélectionneurs pour poser la problématique de la rénovation du football camerounais. On va en parler dans nos émissions spécialisées, notamment Grand Stade ce dimanche soir sur Canal 2 International. J'en profite pour vous dire bon dimanche des Rameaux. Maître Joseph-Claude Biliga, vous êtes avocat, c'est pourquoi je dis maître. Bon dimanche des Rameaux. Merci. Chrétien à l'église presbytérienne. Camerounais, je suis ancien de l'église. Ancien d'église, ça se voit par votre tenue également. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Chers téléspectateurs, merci également à vous d'être là d'un dimanche. Un autre, toujours plus nombreux, à nous témoigner votre confiance. Merci, mesdames, messieurs. Demain, 9h, ce sera la rediffusion. Et dimanche prochain, un autre rendez-vous de la rétro, d'autres thématiques, d'autres sujets d'actualité et un autre invité. Portez-vous bien. Allez, à bientôt. Au revoir.